En novembre 2025, une décision abrupte a déplacé l'axe de l'Afrique de l'Ouest. Sans négociation ni période transitoire, la sortie d'un cadre régional vieux de près de 5 décennies a offert à une alliance sahélienne enclavée une ouverture atlantique, bouleversant des équilibres longtemps figés. Que révèle ce basculement pour la région et pourquoi le récit de souveraineté associé à Ibrahim Traoré devient-il un repère pour d'autres pouvoirs militaires ? Les lignes bougent rapidement et les conséquences commencent seulement à se matérialiser. Cette analyse promet de clarifier ce qui se joue réellement derrière le retrait de la Guinée-Bissau et son alignement stratégique. L'enjeu est simple. Comprendre si ce basculement annonce une recomposition durable de l'ordre régional ou une séquence de rupture aux effets limités. Pour les États, cela touche à la sécurité collective, aux règles du commerce et à la capacité d'imposer des normes communes. Pour les entreprises, c'est l'incertitude sur les corridors logistiques, les sanctions et l'accès au marché. Pour les citoyens, ce sont des conséquences concrètes sur les prix, l'emploi et la stabilité quotidienne. Enfin, pour la région, la question centrale demeure. Un système fondé sur la souveraineté militaire peut-il remplacer un cadre multilatéral sans laisser de vide dangereux ? La réponse dépend moins des discours que des capacités réelles. En moins de 4 semaines, un retrait unilatéral a produit un effet stratégique que des décennies de négociations n'avaient jamais permis. La Guinée-Bissau n'a pas seulement quitté l'ECOWAS, elle a offert à l'Alliance des États du Sahel un accès direct à l'Atlantique, modifiant un rapport de force régional figé depuis près de 50 ans. Cette bascule explique pourquoi le geste a été immédiatement lu comme plus qu'un événement national. Pour comprendre la portée du mouvement, il faut revenir au rôle historique de l'ECOWAS, conçu pour intégrer les économies, arbitrer les crises et garantir une sécurité collective. L'organisation reposait sur l'idée que l'interdépendance réduisait les risques. Or, depuis le début des années 2020, cette promesse s'est fissurée. Les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont mis à l'épreuve l'autorité du bloc. Les sanctions imposées ont été contournées, partiellement levées ou simplement ignorées, affaiblissant la crédibilité de l'institution. Dans ce contexte, la décision bissau-guinéenne n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une séquence où des régimes militaires testent les limites du cadre régional. L'alignement avec l'AES intervient au moment où la présence militaire française recule et où l'influence russe progresse par des accords sécuritaires et politiques. L'accès maritime devient alors un multiplicateur. Il ouvre des routes commerciales, offre des options logistiques militaires et réduit la dépendance envers les ports contrôlés par des États restés dans l'ECOWAS. C'est ici que le facteur idéologique entre en jeu. Le discours de souveraineté, popularisé par Ibrahim Traoré au Burkina Faso, fournit une grille de lecture et un récit mobilisateur. Il oppose l'autonomie nationale aux contraintes multilatérales jugées occidentales. Pour des États fragiles, cette promesse séduit, même si elle repose davantage sur une vision que sur des capacités immédiates. Un détail révélateur apparaît, et il est double, un changement géographique concret et un signal politique puissant. Ensemble, ils expliquent pourquoi la carte régionale commence à se redessiner maintenant et non plus dans un futur abstrait. Pour saisir l'effet immédiat de ce réalignement, il faut observer les acteurs qui traduisent la décision politique en pratique concrète. À Bissau, les premières réactions sont venues des décercles sécuritaires et portuaires, là où l'accès maritime prend un sens opérationnel. Des officiers ont commencé à évoquer une coordination accrue avec les États sahéliens, non pas comme un projet lointain, mais comme une réorganisation progressive des priorités. Les ports, longtemps périphériques, deviennent soudain des actifs stratégiques plutôt que de simples infrastructures commerciales. Un premier exemple concret illustre ce glissement. Des responsables logistiques ont expliqué que l'ouverture atlantique offre une alternative aux corridors contrôlés par des États restés dans l'ECOWAS. Cela réduit les dépendances, mais accroît aussi les besoins en sécurisation maritime, domaine où la Guinée-Bissau dispose de moyens limités. Le bénéfice potentiel est réel, mais il s'accompagne d'une pression immédiate sur des institutions déjà fragiles. Un second cas concerne le discours politique. Le pouvoir militaire présente l'alignement avec l'AES
comme un acte d'affirmation nationale, en écho à la rhétorique de souveraineté popularisée par Ibrahim Traoré. Ce récit crée un effet d'entraînement symbolique, surtout auprès de populations lassées par l'instabilité chronique. Cependant, sur le terrain, les administrations doivent encore composer avec des capacités financières et humaines réduites, ce qui freine la traduction du discours en résultats tangibles. Ces impacts précoces montrent une tension centrale. L'élan stratégique dépasse la préparation institutionnelle. L'idée essentielle est simple. Le symbole avance plus vite que la capacité. Le déclencheur est politique, mais il est préparé en amont par une accumulation de signaux faibles. Après la prise de pouvoir militaire, la relation entre la Guinée-Bissau et l'ECOWAS entre dans une phase de tension silencieuse. Officiellement, il est question de souveraineté et de rejet de l'ingérence. Officieusement, les canaux de coopération se grippent, les réunions deviennent protocolaires et les sanctions imposées ailleurs, dans la région, servent de contre-exemple plus que de menaces dissuasives. Le retrait n'est donc pas improvisé. Il arrive lorsque le coût symbolique de rester paraît supérieur au risque de partir. Le pic survient lorsque la décision est annoncée sans négociation préalable. Ce caractère unilatéral marque une rupture nette avec les usages régionaux. Il n'y a ni calendrier transitoire, ni médiation visible. Le message est clair, la Guinée-Bissau ne cherche pas à renégocier les termes de son appartenance, mais à en sortir définitivement. Cette séquence provoque une onde de choc immédiate, car elle confirme ce que d'autres juntes avaient seulement suggéré. L'ECOWAS apparaît comme une option, non comme une contrainte. C'est à ce moment que l'Alliance des États du Sahel entre pleinement en scène. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, enclavés, l'accès atlantique change l'équation stratégique. Les discussions s'accélèrent, les déclarations se multiplient et l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'AES est présentée comme un choix stratégique, non symbolique. Le littoral devient un multiplicateur de puissance potentielle, permettant d'envisager des routes commerciales alternatives et une autonomie logistique accrue. Les répliques commencent alors à se propager. Du côté de l'ECOWAS, la réaction est prudente, presque défensive. Les précédentes sanctions contre les juntes sahéliennes n'ont pas inversé les coups d'État, et leur levée progressive a déjà entamé la crédibilité du bloc. Face à ce nouveau départ, l'organisation se trouve confrontée à une crise de légitimité. Si un État peut quitter sans conséquences majeures, que reste-t-il de l'autorité collective ? Dans la région, les capitales observent attentivement. Les États restés dans l'ECOWAS, comme le Nigeria ou le Ghana, évaluent les risques d'une fragmentation accrue. Les régimes chers militaires, eux, y voient un précédent. Le modèle promu par Ibrahim Traoré, fondé sur la souveraineté nationale, le rejet des cadres multilatéraux occidentaux et une gouvernance appuyée par l'armée, gagne en visibilité. Il n'est pas adopté mécaniquement, mais il sert de référence implicite pour penser des alternatives. À l'extérieur, les acteurs non occidentaux prennent note. La Russie, déjà présente dans le Sahel par des accords sécuritaires, perçoit l'élargissement côtier de l'AES comme une opportunité stratégique. La Chine, de son côté, observe l'évolution des routes commerciales potentielles. Aucun de ces acteurs ne comble immédiatement le vide, mais tous anticipent une reconfiguration durable. La ligne des événements révèle ainsi une dynamique claire, un déclencheur politique, un pic stratégique, puis des répliques régionales et internationales. La question ouverte n'est plus de savoir si l'ordre régional change, mais à quelle vitesse il se désagrège ou se recompose. Avant le retrait, la Guinée-Bissau fonctionnait dans un cadre régional stable depuis près de 50 ans, où l'ECOWAS structurait les flux commerciaux, la médiation politique et la sécurité collective. Après la décision, ce cadre est remplacé par une incertitude stratégique immédiate. Un État côtier fragile devient la porte maritime d'une alliance sahélienne enclavée. Ce passage d'un ordre multilatéral établi à un arrangement alternatif marque un changement de régime géopolitique plus que procédural. D'abord, un premier élément concerne la géographie économique. Avant, les États membres de l'AES dépendaient presque entièrement des ports situés dans des pays restés dans l'ECOWAS, notamment au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Après l'adhésion de la Guinée-Bissau,
une option atlantique directe apparaît. Cette transition ne crée pas instantanément des infrastructures nouvelles, mais elle modifie les calculs de dépendance. Le point de départ est l'enclavement structurel, et le changement est la possibilité maritime, même encore théorique. Ensuite, un deuxième élément touche à la sécurité régionale. L'ECOWAS avait été conçu pour coordonner des réponses collectives, mais les coups d'État successifs des 2 dernières années au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont montré les limites de cette coordination. Les sanctions, levées ou ignorées, n'ont pas restauré l'ordre constitutionnel. Le retrait bisso-guinéen accentue ce delta. D'un mécanisme censé imposer des règles, on passe à un système où l'adhésion devient optionnelle, réduisant l'effet dissuasif. Puis, un troisième élément est institutionnel. Avant, l'appartenance à l'ECOWAS garantissait l'accès à des réseaux de financement, à des accords commerciaux régionaux et à un soutien diplomatique. Après la sortie, ces avantages deviennent conditionnels ou incertains. Le discours officiel met en avant une plus grande liberté d'action, mais le delta réel dépend de la capacité de l'État à remplacer ses filets par des partenariats alternatifs. Ici, l'écart entre rhétorique et capacité est mesurable par la faiblesse structurelle des institutions nationales déjà documentées depuis des décennies. Ces données quantitatives ne suffisent pas seules. Elles prennent sens lorsqu'elles sont mises en regard d'un cadre idéologique. Le modèle défendu par Ibrahim Traoré au Burkina Faso insiste sur l'autonomie économique, la souveraineté des ressources et la primauté de l'État. Dans cette logique, perdre certains soutiens multilatéraux est présenté comme un coût acceptable à court terme pour un gain stratégique à long terme. Le delta n'est donc pas seulement matériel, il est narratif. Cependant, l'analyse des chiffres montre une tension persistante. Les économies sahéliennes restent parmi les plus fragiles du continent, et la Guinée-Bissau figure parmi les pays les plus pauvres du monde. La transition vers un développement autonome exige des investissements lourds et une capacité administrative élevée, 2 éléments en déficit. Le point de départ est une dépendance encadrée et le changement est une autonomie revendiquée mais non financée. Ainsi, les preuves quantitatives confirment un basculement réel mais incomplet. Le changement est mesurable dans les équilibres, pas encore dans les résultats. La question n'est plus de savoir si le delta existe, mais s'il peut être comblé sans recréer les dépendances que ce nouveau cap prétend abolir. Les défenseurs du retrait et de l'alignement avec l'AES avancent d'abord un argument de cohérence politique. Selon eux, rester dans l'ECOWAS après un coup d'État expose mécaniquement à des sanctions et à une pression diplomatique qui limite la marge de manœuvre. Sortir du cadre permettrait donc de gouverner sans contrainte extérieure immédiate et d'assumer une trajectoire souveraine claire. Dans cette lecture, l'AES n'est pas un repli, mais une coalition de survie entre régimes confrontés aux mêmes défis sécuritaires et politiques. Un second argument met en avant l'efficacité supposée du modèle militaire. Les institutions civiles sont décrites comme affaiblies par des décennies de corruption et de dépendance aux bailleurs internationaux. La gouvernance appuyée par l'armée serait, à l'inverse, capable d'imposer l'ordre, de sécuriser le territoire et de lancer rapidement des projets structurants. L'exemple du Burkina Faso, souvent associé à Ibrahim Traoré, est présenté comme la preuve qu'un discours de souveraineté peut mobiliser la population et restaurer une forme de légitimité interne. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils expliquent l'attrait réel du modèle. Cependant, la réfutation repose sur des éléments factuels issus du contexte régional. D'abord, quitter un cadre multilatéral ne supprime pas la contrainte extérieure. Elle la déplace. Les États sortants perdent l'accès à des mécanismes de médiation, de financement et de coordination commerciale, sans garantie que des alternatives équivalentes émergent. L'autonomie proclamée se traduit souvent par une dépendance accrue envers un nombre plus restreint de partenaires, ce qui réduit la capacité de négociation. Ensuite, l'efficacité de la gouvernance militaire reste conditionnelle. Les expériences sahéliennes montrent que le contrôle politique ne se transforme pas automatiquement en amélioration sécuritaire ou économique. Les insurrections
persiste, la croissance ralentit et les capacités administratives demeurent limitées. Le cas burkinabé, souvent cité, présente des résultats mixtes qui nuancent l'idée d'un succès transférable. Enfin, l'argument de la légitimité populaire est fragile dans le temps. La mobilisation autour de la souveraineté fonctionne tant que les attentes restent symboliques. Dès que les conditions matérielles stagnent ou se détériorent, le soutien s'érode. Le Stillman révèle ainsi une logique compréhensible, mais il se heurte à une contrainte centrale. Sans institutions solides et ressources suffisantes, la rupture peut produire plus de vulnérabilité que de liberté. Ce basculement géographique agit comme un révélateur stratégique. Jusqu'ici, l'AES existait surtout comme un projet politique et sécuritaire, limité par l'enclavement de ses membres. Avec la Guinée-Bissau, l'Alliance acquiert une dimension opérationnelle nouvelle, accès maritime, projection logistique et visibilité internationale accrue. Ce n'est pas encore une capacité pleine, mais c'est un seuil franchi, celui qui transforme une coalition défensive en acteur régional potentiel. Cette révélation modifie aussi la lecture des intentions. L'alignement bisso-guinéen n'est pas uniquement une sortie de l'ECOWAS. Il devient une pièce structurante d'un contre-bloc en formation. L'accès à l'Atlantique offre une crédibilité minimale à un discours de souveraineté qui, sans débouché maritime, restait abstrait. Désormais, les cartes peuvent être redistribuées, même si les règles ne sont pas encore écrites. C'est à ce point précis que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens. Son modèle n'est plus seulement idéologique, il sert de matrice à une architecture régionale alternative où la souveraineté prime sur l'intégration et où l'armée se pose en moteur du changement. La Guinée-Bissau n'en devient pas le centre, mais le pivot côtier. La révélation de mi-parcours est donc claire, ce n'est pas la rupture institutionnelle qui compte le plus, mais la combinaison entre récit politique et avantages géographiques. Ensemble, ils déplacent le débat de la légitimité vers la faisabilité et posent une question nouvelle pour la suite. Pour les États, la conséquence la plus immédiate est institutionnelle. La sortie de la Guinée-Bissau fragilise l'ECOWAS en tant que mécanisme de discipline collective. Si l'adhésion devient réversible sans coût visible, la capacité du bloc à imposer des règles communes s'érode. A l'inverse, l'AES gagne une crédibilité nouvelle, non parce qu'elle dispose déjà d'institutions solides, mais parce qu'elle démontre qu'un cadre alternatif peut attirer des membres. Cette dynamique renforce le récit porté par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui présentent la souveraineté comme un substitut viable au multilatéralisme régional. Pour les entreprises, les effets sont ambivalents. À court terme, l'incertitude domine. Les corridors logistiques traditionnels passent par des pays restés dans l'ECOWAS avec des règles commerciales établies. L'ouverture atlantique via la Guinée-Bissau crée une option supplémentaire, mais sans garantie immédiate en matière d'infrastructure, de sécurité maritime ou de cadre juridique stable. Certaines entreprises y voient une opportunité à long terme, d'autres un risque accru lié à la fragmentation réglementaire et à l'imprévisibilité politique. Pour les citoyens, l'impact est plus diffus mais potentiellement plus lourd. La promesse officielle met en avant la dignité nationale et l'autonomie économique. Cependant, dans des pays où les institutions sont fragiles, les transitions abruptes se traduisent souvent par des pressions sur les prix, l'emploi et l'accès aux services publics. Si les bénéfices symboliques sont immédiats, les coûts matériels peuvent apparaître rapidement si les financements régionaux et internationaux se raréfient. Le modèle inspiré par Ibrahim Traoré séduit une jeunesse en quête de rupture, mais il crée aussi des attentes élevées que l'État devra satisfaire. Pour la région, enfin, la conséquence est stratégique. L'Afrique de l'Ouest se dirige vers une coexistence de cadres concurrents. D'un côté, l'ECOWAS, encore soutenu par des partenaires occidentaux, et dominé par des puissances régionales établies, de l'autre, l'AES, aligné sur un discours de souveraineté et bénéficiant d'un soutien croissant d'acteurs non occidentaux. Cette polarisation complique la coordination contre des menaces transnationales comme le terrorisme ou le trafic, qui ne respectent pas les nouvelles lignes politiques. Ces quatre niveaux montrent que la décision bisso-guinéenne ne produit pas
un effet unique, mais une cascade d'impacts différenciés. L'accès maritime change les calculs, le récit souverain redéfinit les attentes et l'équilibre régional devient plus instable. La question centrale n'est plus de savoir qui gagne symboliquement, mais qui pourra absorber les coûts réels de cette recomposition en cours. D'abord, une trajectoire prudente repose sur une stabilisation imparfaite. La Guinée-Bissau consolide formellement son ancrage dans l'AES, sans transformation rapide de ses capacités économiques ou institutionnelles. L'accès atlantique est utilisé de manière limitée, surtout comme levier politique plutôt que comme moteur logistique. L'ECOWAS, de son côté, ne s'effondre pas, mais perd encore en influence, incapable d'imposer des règles communes au régime militaire. Dans ce scénario, la coexistence de deux cadres régionaux devient la norme, avec une fragmentation gérable mais coûteuse en efficacité. Ensuite, une évolution plus favorable suppose une montée en capacité progressive. Des partenariats ciblés permettent d'améliorer les infrastructures portuaires et la sécurité maritime, donnant un contenu concret à l'accès atlantique. L'AES gagne en crédibilité opérationnelle, tandis que la Guinée-Bissau parvient à capter des investissements alternatifs sans rompre totalement avec ses anciens réseaux. Cette trajectoire transformerait le récit de souveraineté en résultat visible, renforçant l'idée qu'un ordre régional alternatif peut fonctionner. Elle reste toutefois conditionnée à une coordination efficace et à une discipline interne que peu d'indices en garantissent aujourd'hui. Enfin, une trajectoire plus tendue est celle de la rupture sans compensation. La sortie de l'ECOWAS entraîne une perte nette de financement, d'accords commerciaux et de soutien diplomatique. Les promesses de l'AES ne se traduisent pas en capacité concrète, faute de ressources et de stabilité. Les tensions internes s'aggravent, la gouvernance se fragilise et l'accès maritime devient un symbole inexploité. À l'échelle régionale, la fragmentation complique la coopération sécuritaire, créant des zones grises dont profitent des acteurs non étatiques. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister. Le point commun est l'incertitude sur la vitesse d'exécution. Les décisions politiques ont été rapides, mais la construction d'alternatives institutionnelles est lente par nature. Le risque central est un décalage prolongé entre ambition stratégique et capacité réelle. La recommandation de fond n'est pas un choix binaire, mais une posture d'évaluation continue. Observer les indicateurs concrets, infrastructures, financement, coordination sécuritaire, sera plus déterminant que les déclarations. À moyen terme, ce sont ces signaux tangibles qui diront si la recomposition régionale est durable ou simplement transitoire. Pour le public directement concerné, cette recomposition régionale se traduit d'abord par une incertitude accrue. Les citoyens de Guinée-Bissau vivent déjà dans un environnement marqué par la fragilité économique et institutionnelle. La sortie d'un cadre régional ancien peut nourrir un sentiment de fierté nationale, mais elle pose aussi des questions très pratiques: continuité des services publics, stabilité des prix et accès à l'emploi. Lorsque les financements régionaux ou l'assistance technique deviennent moins prévisibles, ce sont souvent les ménages les plus vulnérables qui en ressentent les effets en premier. Pour les jeunes, le discours de souveraineté inspiré par Ibrahim Traoré résonne fortement. Il promet une rupture avec des décennies de dépendance et de stagnation perçue. Cependant, cette promesse crée des attentes élevées. Si les changements matériels tardent, l'écart entre l'espoir mobilisateur et la réalité quotidienne peut générer frustration et désillusion. La question n'est donc pas seulement idéologique, mais générationnelle. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact est plus ambigu. Certains voient dans l'accès atlantique et l'alignement avec l'AES une opportunité de diversification et de nouveaux partenariats. D'autres redoutent une instabilité réglementaire accrue avec des règles changeantes et une exposition plus forte aux chocs politiques. Dans un contexte où la prévisibilité est déjà limitée, toute recomposition rapide augmente les coûts d'adaptation. Pour les observateurs régionaux, enfin, cette situation agit comme un test. Elle permet d'évaluer si un modèle fondé sur la souveraineté militaire peut produire des améliorations tangibles sans s'appuyer sur les cadres multilatéraux existants. Les enseignements tirés de la trajectoire bissau-guinéenne influenceront les débats ailleurs, en Afrique de l'Ouest, là où d'autres sociétés s'interrogent
sur leurs propres options. Ces différents niveaux montrent que l'enjeu dépasse les cercles diplomatiques. Il touche à la vie quotidienne, aux attentes sociales et à la crédibilité des récits politiques. La recomposition régionale n'est pas abstraite, elle s'inscrit dans des choix qui affectent directement les trajectoires individuelles et collectives. D'abord, il faut clarifier la stratégie. Les autorités bissau-guinéennes doivent définir des priorités réalistes, sécurité maritime de base, continuité des échanges essentiels et maintien de canaux diplomatiques ouverts. Sans cette hiérarchisation, l'alignement avec l'AES risque de rester déclaratif. L'indicateur clé ici est simple: existence d'un calendrier public et d'objectifs mesurables à court terme. Ensuite, il faut renforcer les capacités institutionnelles. Quitter un cadre multilatéral impose de compenser ses fonctions. Cela implique de renforcer des administrations capables de gérer des accords commerciaux, des partenariats sécuritaires et des projets d'infrastructure. La mesure du progrès passe par la stabilité des équipes, la mise en œuvre effective des décisions et la réduction des délais administratifs, plutôt que par des annonces symboliques. Puis, il faut structurer les partenariats alternatifs. L'AES peut offrir un cadre politique, mais elle ne finance pas à elle seule des ports, des routes ou des services publics. La Guinée-Bissau devra donc diversifier ses relations en évitant une dépendance exclusive à un seul acteur extérieur. Le critère d'évaluation est la pluralité des accords conclus et leur traduction concrète sur le terrain. Ensuite, il faut gérer les attentes sociales. Le discours de souveraineté, popularisé dans la région par Ibrahim Traoré, crée une dynamique mobilisatrice mais exigeante. Pour rester crédible, le pouvoir doit communiquer sur les limites, les délais et les compromis. Les signaux à suivre sont la perception publique et la capacité à absorber les frustrations sans instabilité accrue. Enfin, il faut inscrire l'évaluation continue. Tous les 6 à 12 mois, les autorités devront comparer les promesses aux résultats. Flux commerciaux, sécurité, finances publiques. Cette boucle de mesure conditionnera la viabilité du nouveau cap et déterminera s'il s'agit d'une trajectoire durable ou d'une parenthèse politique. Le fil conducteur revient au point de départ, les ports et le littoral devenus bien plus que des infrastructures. À Bissau, ces quais longtemps périphériques consentent désormais des attentes nationales, des calculs régionaux et des projections idéologiques. Ce sont eux qui incarne la promesse d'ouverture, mais aussi le risque d'exposition. Le motif est simple, une porte peut libérer ou fragiliser selon ce qui la traverse. Dans ce récit, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un écho. Elle n'explique pas tout, mais elle cristallise un imaginaire de rupture qui traverse le Sahel et atteint la côte. L'émotion naît de cette tension entre fierté retrouvée et prudence nécessaire. Les populations veulent croire qu'un changement de cap peut enfin produire des résultats concrets, tandis que les réalités institutionnelles rappellent la lenteur des transformations durables. Le rappel des impacts précoces souligne une vérité moins spectaculaire. Les décisions rapides précèdent toujours les capacités lentes. Les ports n'ont pas encore changé de visage, les administrations restent contraintes et les bénéfices ne sont pas distribués. Pourtant, le symbole persiste et il structure les attentes. C'est là que se joue l'essentiel, dans l'intervalle entre ce que l'on promet et ce que l'on peut tenir. Une phrase s'impose. Le symbole ouvre la porte, la capacité décide. Au terme de ce parcours, une chose apparaît clairement. La recomposition en cours ne se résume ni à un affrontement idéologique, ni à une simple querelle institutionnelle. Elle reflète des choix réels, faits sous contrainte, par des États confrontés à des marges de manœuvre étroites. La Guinée-Bissau n'est ni un cas isolé, ni un modèle abouti. Elle est un laboratoire observé par toute la région. Le débat dépasse donc les personnes et les slogans. Même si la figure d'Ibrahim Traoré cristallise aujourd'hui une partie de l'imaginaire souverainiste, l'enjeu central reste collectif. Quelles structures permettent réellement de produire de la sécurité, du développement et de la stabilité dans la durée? Multilatéralisme réformé, bloc alternatif ou arrangements hybrides, aucune option n'est exempte de coûts. C'est pourquoi la discussion gagne à rester ouverte et informée. Observer les faits, comparer les trajectoires et distinguer le symbole des résultats concrets sera essentiel dans les mois à venir. Les cartes bougent,
mais leur lecture dépendra de notre capacité à analyser sans fascination ni rejet automatique. Selon vous, cette recomposition régionale annonce-t-elle une transformation durable ou une phase transitoire à haut risque ?